Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Florian Philippot, député européen, président du mouvement Les Patriotes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Il était l'ombre de Marine Le Pen au Front National, écrivant ses discours et accompagnant chacun de ses pas. Mais la dernière présidentielle a eu raison de leur complicité. Il a claqué la porte pour fonder son propre parti. Marre des paresseux, de ceux qui entretiennent leur rente de situation, de ceux qui sont là du fait de la princesse. Il a pris son envol. Une aventure qui le conduira au crash, disent ses anciens alliés. Son défi est au moins de conserver son siège de député européen. Il fait campagne sur le Frexit, mais est-ce vraiment porteur? Question posée à Florian Philippot. Vous venez de publier un livre, Frexit, l'Union européenne en sortir pour s'en sortir. On reviendra bien sûr sur l'Union européenne. Un mot d'abord sur cette aventure des Patriotes que vous avez lancée il y a un peu plus d'un an, quand vous avez claquer la porte du FN, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est vous qui êtes parti ou est-ce que c'est eux qui vous ont mis dehors? Non, je suis parti. Disons qu'ils avaient, ce que j'explique d'ailleurs dans le premier chapitre de ce livre, après on est sur le fond du sujet, mais dans le premier chapitre j'explique ce qui s'est passé. Ils ont mis dehors mes idées. Donc vous voyez, moi j'ai commencé dans le chevènementisme, je suis gaulliste, social, adapté au XXIe siècle, mais ce sont des idées fortes pour moi. Et j'avais essayé de moderniser, d'ouvrir, d'élargir, de diversifier les thèmes. Et en fait, les derniers mois où j'y étais, ils ont décidé de se recentrer sur vraiment quelques thématiques, une seule thématique d'ailleurs, l'immigration, d'ailleurs mal traitée, et d'abandonner tout ce qui était l'ouverture et la dédiabolisation, et en plus de faire revenir des personnalités radicales, anciennes, avec lesquelles je ne pouvais évidemment pas travailler. Il y a aussi une question de mais j'aurais pu rester, m'adapter. Vous savez, il y en a tellement dans la vie politique française qui mangent leur chapeau et qui font de la politique politicienne. Ce n'était pas mon but, moi je voulais défendre mes convictions. C'est aussi une question de personne, vous l'expliquez d'ailleurs dans le livre, et vous expliquez notamment ce fameux dernier bureau exécutif, où vous dites c'est aussi ma personnalité que vous rejetez, un énarque, une personnalité plutôt forte, et vous dites c'est pas possible, la cohabitation n'était pas possible. Alors c'est pas tant les études que j'ai faites, mais c'est même si je pense qu'il faut aussi faire venir des gens qui ont des diplômes, c'est indispensable pour qu'on avance tous ensemble, mais je pense que c'est le fait qu'effectivement j'ai incarné une ouverture, je le disais, j'ai passé 5 ans là-bas et quelques mois, mais je venais du chevènementisme, je n'ai jamais abandonné, même contre les pressions en interne, mon attachement gaulliste, puisque j'y vais toujours évidemment, célébrer tous les 9 novembre, jour de la mort du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, son œuvre et sa personne. Et malgré les pressions, j'y allais, chaque année. Et ça, si vous voulez, moi je ne peux pas considérer, je pense que la politique française meurt de ça, du manque de conviction. Et je veux démontrer l'inverse avec les Patriotes. Alors vous avez donc fondé ce mouvement des Patriotes. Il en est où? On a l'impression quand même que ça a un peu de mal à prendre en pleine recomposition ou décomposition du paysage politique. On a l'impression que c'est difficile de marquer son territoire. Mais de toute façon, nous, on s'organise, on se consolide. Le mouvement a pris son envol il y a un peu plus d'un an. On est le plus jeune mouvement politique de France, mais on n'est pas comme les autres parce que, si vous voulez, moi j'ai toujours dit, on n'est pas un parti, on est ouvert. Il y a des gens chez moi qui viennent de partout, de toute sensibilité, de la gauche, du centre, de la droite. Des gens qui ont eu des parcours de vie, des parcours politiques différents, qui n'ont aucune expérience politique pour certains, pour beaucoup d'entre eux, et c'est aussi une richesse. Et c'est vrai qu'après vous dites c'est difficile de s'imposer. De toute façon, tant qu'il n'y a pas eu de campagne électorale nationale, et nous n'en avons pas encore connu, puisque nous sommes trop jeunes pour en avoir connu, évidemment, vous n'êtes pas encore totalement inscrit dans le paysage. Il faut quand même que ça frémisse. Vous, sur le terrain, vous le sentez. Vous revendiquez combien? Vous revendiquez 8000 adhérents, c'est ça? Oui, même un peu plus aujourd'hui, plus proche de 9000. Mais si vous voulez, ça frémit dans le sens où nous avons des référents maintenant dans quasiment tous les départements, y compris outre-mer, même à l'étranger. Nous avons beaucoup d'élus, nous avons pas mal de conseillers régionaux, nous avons des parlementaires, y compris à l'Assemblée nationale, y compris Mireille Dornano, que vous connaissez bien dans la région, qui est députée européenne avec moi dans le groupe EFDD, le groupe de Nigel Farage. Nous avons des conseillers départementaux, des maires, des conseillers municipaux. Donc tout cela, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est la campagne des élections européennes l'an prochain qui sera vraiment l'envol, parce que c'est là que nous aurons les grands débats nationaux qui sont très importants, et la voix des Patriotes sera tout à fait singulière. Vous évoquez Mireille Dornano, elle n'a jamais caché son amitié avec Jean-Marie Le Pen. Comment vous expliquez ce ralliement? Comment vous avez fait pour la convaincre? Mais moi, je ne juge pas les amitiés des hommes et des femmes qui sont chez moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne les juge pas pour cela. Moi, je regarde l'engagement, les convictions et les idées. Et il se trouve que Mireille Dornano, c'est une personnalité remarquable, une élue dont tout le monde dit, tout bord confondu,
dit, ce qui est toujours un signe, au Parlement européen qu'elle fait un boulot absolument considérable. Je rappelle qu'elle est coordinatrice de la commission pesticides, j'espère qu'on en reparlera, pour lutter contre cette toxicité dans l'agriculture française, contre les pesticides. Et Mireille, elle a commencé au RPR, donc c'est une gaulliste. Voilà. Donc elle est revenue, si vous voulez, en quelque sorte, elle est revenue à ses premiers amours, un peu comme moi. J'entends bien la revendication de l'étiquette gaulliste, quand même. Je sens que vous y tenez. Je pense que c'est un gaullisme, pas le gaullisme. Bah, on n'est pas en 1960, mais on est en 2018, bien sûr. Mais il y a des principes intangibles qu'on revisite en ce 21e siècle, et je vous promets que ça permet d'être beaucoup plus fort quand on a ces principes en tête. Je reviens sur votre départ du Front National. Est-ce que vous redoutez pas finalement d'être, comme le dissident de 98, Bruno Maigret, de quitter le Front National pour mieux se casser le nez contre le mur? Non, ça n'a rien à voir, parce que Bruno Maigret, lui, il voulait pas, il n'avait pas créé un mouvement, en quelque sorte. Il voulait reprendre le Front National. Il a entamé une guerre juridique pendant 1 an. Moi j'ai rompu les amarres. Je suis parti. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et je crois que, en plus, je pars avec les Patriotes sur une offre politique beaucoup plus large, de rassemblement, républicaine, parfaitement républicaine, humaniste, intransigeante sur ses principes. On est très patriote, on est vraiment complètement amoureux de la France, mais on est ouvert à tout le monde. Et ça, je suis certain que ça correspond à un désir. Beaucoup se sont dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait aucun mouvement politique qui permette d'arracher le patriotisme à la ringardise? Pourquoi on nous a toujours expliqué que le patriotisme, c'était forcément la naphtaline et le passé? Non, nous, on est en train de démontrer que le patriotisme, c'est une idée d'avenir. Et ça, je crois que ça permet de rassembler large. Alors, vous évoquiez les personnes qui entourent désormais Marine Le Pen tout à l'heure. On sent qu'il y a une hostilité entre vous et eux. Il y en a, en tout cas, qui ne vous porte pas dans son cœur au mouvement national, au Rassemblement national, comme il s'appelle maintenant. C'est Steve Briouat. Il était ici il y a quelques semaines. Écoutez. Les Français ont oublié. Je pense qu'ils ne savent même plus, tant pis pour lui, qui est Florian Philippot. Ils l'ont oublié, c'est tout. Vous croyez qu'aux européennes, les suffrages qui se porteront sur ces éventuels candidats ne va pas vous manquer? Écoutez, ils sont crédités de 1%. Et rien n'est sûr sur le fait que M. Philippot fasse sa liste. Voilà, je pense que c'est dommage parce qu'il avait de réelles compétences, mais il avait surtout un ego surdimensionné. Et il a préféré quitter le mouvement, claquant la porte. Mais voilà, on s'en remettra, c'est pas la première fois, il y en aura d'autres. Au Front National, c'est difficile d'avoir de l'ego parce que beaucoup de monde en a. Certains... Partout, dans tout groupement humain, comme je disais tout à l'heure, dans tout groupement humain, il y a des gens qui veulent jouer des coudes, qui ont un problème avec l'humilité. Voilà, mais on essaye d'y faire face. Florian Philippot, cette réputation d'homme ambitieux, aux dents longues, qui a de l'ego. Oui, sur la première phrase, ils ne savent plus qui il est. Je crois que c'est faux. Mais je crois que personne n'a jamais su qui était Steve Briouat. Donc vous voyez, au moins là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Non, qu'est-ce que vous voulez? On a le droit de quitter un mouvement politique sans subir ce genre de... Ou alors c'est que c'est pas un mouvement, c'est que c'est une secte. Si on n'a pas le droit de le quitter, c'est que c'est une secte. Donc c'est à eux de réfléchir à leur capacité à être un peu moderne, je crois, dans leur réaction. On est dans une société contractuelle. C'est devenu une secte? C'est devenu une secte? Non, mais là, la réaction qu'il a n'est pas tout à fait normale. Elle n'est pas républicaine. On peut quitter un boulot, on peut quitter même son conjoint. Enfin, tout est prévu aujourd'hui. On peut quitter un mouvement politique, c'est contractuel. Je veux dire, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Tant qu'on est fidèle à ses convictions. Voilà, il y a des gens qui font le choix de serpenter toute leur vie dans les partis politiques à la recherche de contrats, de mandats ou je ne sais quoi, qui n'ont aucune conviction. Puis il y a ceux qui prennent un risque. Ils prennent un risque, c'est vrai, créer un mouvement politique, c'est audacieux, mais qui se disent la France crève de manque de conviction, donc il faut que nous, on en ait. Vous êtes plus sévère que ça avec vos anciens amis du Front National. Louis Alliot, vous dites, c'est un vice-président. Non, mais je dis rien, surtout parce Steve Briouat, vous dites, il est là du fait de la princesse. Non, vous ne l'avez pas dit? Ceux qui sont intéressés par ça liront le premier chapitre de mon livre. Mais je vais vous dire, je pense surtout à l'avenir. Tout ça, je les ai connus, je connais leurs défauts, je connais aussi les qualités de certaines personnes. Je ne suis pas là pour
pour dire des choses comme ça. J'ai essayé de faire le maximum, mais je ne suis pas là pour juger ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. C'est leur problème. Moi, je suis passé à autre chose. Allez, le mouvement des Gilets jaunes. On va commencer à commenter l'actualité de la semaine. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'acte 3 qui a lieu ce week-end. Cette grande manifestation sur les Champs-Élysées, avec des Champs-Élysées bouclés. Je rappelle qu'on enregistre cette émission le vendredi après-midi. On ne sait donc pas l'ampleur de cette manifestation de samedi. En tout cas, cette semaine, on a eu la confirmation du soutien important des Français. 75% soutiennent ou éprouvent de la sympathie pour ce mouvement. C'est 5 points de plus selon un sondage Elab. Vous parlez d'une fronde, d'une véritable rébellion. Ah oui, j'ai même vu un autre sondage, c'est 85%. Donc c'est vraiment massif. Moi, j'ai soutenu dès le premier jour. Avant même que ce soit hyper médiatisé. C'est de la récupération, quoi. Non, moi j'y étais premier jour, parce que j'ai senti que ce mouvement était extrêmement sain. Parce que justement, je ne suis pas venu avec des tracts, des banderoles, des patriotes. Moi j'étais là avec eux, au milieu d'eux, en gilet jaune. Et je crois que tout ce qui est citoyen populaire, qui vient de la base, qui exprime des revendications du quotidien, on en a vraiment besoin. Voilà. Donc je les soutiens toujours, évidemment, jusqu'au bout. Je crois que la goutte d'eau, ça a été le carburant. Et bien sûr qu'il faut là, évidemment, annuler la hausse des taxes. Il faut même baisser les taxes sur le carburant. C'est inadmissible de considérer qu'on doit taxer, d'autant qu'on sait que l'argent ne va pas à l'écologie du tout. C'est la première mesure à prendre. Mais oui, la première urgente, là, en janvier, qu'on baisse les taxes sur le carburant. Je veux dire, en compensation, si on pouvait taxer un peu Total et les grandes compagnies pétrolières qui font des milliards de bénéfices et qui ne payent pas beaucoup d'impôts en France, si ce n'est pas du tout, franchement, ce serait beaucoup plus juste et on aurait beaucoup plus d'argent. Ça, Florian Philippot, c'est une proposition qui est facile, qui satisfait tout le monde. Donc, faut la mettre en place. Qui ne fait pas de mécontents, finalement. Si elle est facile, qu'elle satisfait tout le monde et qu'elle ne fait pas de mécontents, moi je propose qu'on la mette en place. Ça me paraît, je crois qu'elle coche toutes les cases pour qu'on la mette en place. Puis en plus, elle est efficace. Mais il y en a d'autres, des propositions, qu'on rétablisse l'ISF. Vous voyez, allez, on va prendre 3 milliards de plus dans la poche des travailleurs qui utilisent leur voiture parce qu'ils habitent loin du centre-ville, loin de leur travail. Par contre, on va donner 4-5 milliards aux ultra-riches. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de faire ? C'est inadmissible. Donc, vous voyez, il y a des mesures urgentes à prendre. Mais je crois que ce que traduisent les Gilets jaunes, c'est le problème du pouvoir d'achat, c'est le problème de la vie chère et c'est le problème du ras-le-bol. Du ras-le-bol de ceux qui nous gouvernent, du mépris, du cynisme de ceux qui nous gouvernent. Il y a un ras-le-bol par rapport à ça. C'est le rejet d'Emmanuel Macron, l'ami des ultra-riches. Mais bien sûr, c'est le rejet d'Emmanuel Macron, je crois, de manière massive. Mais l'ami des ultra-riches, je viens d'en parler avec l'ISF, on pourrait parler de la CSG, des petites retraites et de tout le reste. Je crois que les Français, je n'ai même pas besoin de le développer, ils le vivent, ils le subissent dans leur vie quotidienne. Mais c'est vrai que derrière ça, il y a aussi le sentiment d'être méprisé. Voilà. Il a fallu attendre 3 semaines pour qu'on propose peut-être au niveau gouvernemental de recevoir des gilets jaunes. Alors que 8 Français sur 10 soutiennent ce mouvement, c'est une sacrée forme de mépris quand même. L'exécutif a manqué de nez sur la façon de traiter ce mouvement. C'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire un déplacement auprès des Français sans les insulter. Il ne peut pas partir à l'étranger sans mal parler de la France. Il n'en est pas capable, parce que c'est sa nature profonde. Sa nature profonde, c'est qu'il ne connaît pas le pays, qu'il ne l'aime pas beaucoup, manifestement, qu'il ne connaît pas son propre peuple, et que donc il est pétri d'espèces de mépris et d'arrogance quand il voit les Français. C'est ça aussi les Gilets jaunes. C'est cette pratique, cette méthode qui est insupportable. Sur Internet, une pétition pour une baisse immédiate des prix du carburant a déjà recueilli plus d'1 million de signatures. La grogne dépasse désormais le problème des prix à la pompe. Dans les revendications, on trouve maintenant le SMIC à 1 300 € net, la retraite à 1 200 €, un nouveau plan d'isolation des logements. C'est un petit peu l'auberge espagnole, du coup, maintenant, les revendications. Ça. Moi, j'ai lu leur plateforme de revendications. Je dirais que je suis d'accord peut-être avec 95%. Et si c'est pas, peut-être même 100. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a choqué et beaucoup de choses m'ont beaucoup plu. Du coup, c'est très difficile de négocier face à autant de revendications. Non, mais moi, je veux dire, nous, ça fait longtemps, depuis qu'on a créé les Patriotes, on réclame une augmentation du SMIC de 25% en 5 ans. Voilà. Les salaires, il y a une politique du salaire à mener en France. Le salaire en France est très bas et il n'augmente pas. Et c'est une situation souvent pire que dans les autres pays développés, européens, occidentaux. Les salaires français sont bas. Donc il faut commencer par le SMIC, un vrai, très sérieux coup de pouce. On donnera en échange aux entreprises françaises le patriotisme économique pour les aider. Donc elles seront parfaitement capables de financer... Le rétablissement des frontières et des barrières frontalières. Mais moi, je pense que politiquement, pour vous donner toutes ces revendications, je les porte, les petites retraites, tout ça, on les porte, elles sont finançables. Mais politiquement, là, l'urgence, c'est probablement qu'on revienne au peuple.
parce qu'on sait que ce n'est pas le gouvernement et la majorité En Marche actuelle qui mettra en place Non, ce mais ça veut SMIC dire qu'on... à 1 300 € ou ces retraites minimum Vous à 1 dites 200 qu'il faut €. dissoudre l'Assemblée ? Oui, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Et je le dis même depuis le premier jour, je ne l'ai pas inventé comme ça aujourd'hui. La seule aujourd'hui sur l'échiquier politique à le dire, c'est Marine Le Pen. Oui, elle m'a copié avant-hier, très bien. Mais moi, j'ai lancé une pétition. Tant mieux, plus on sera à porter cette idée, mieux elle aura de chance d'aboutir. Mais nous avons lancé, nous, le 18 novembre, une pétition nationale, déjà des dizaines de milliers de signatures, pour réclamer une dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut revenir au peuple. Voilà. On ne fera rien avec cette majorité En Marche. Ces députés, ces 300 députés qui se demandent ce qu'ils font là. Alors, ils ont été élus, hein, Oui, ils ont démocratiquement. été élus, bon. Vous remettez en cause nos institutions. Non, ils ont été élus, Pour un vous avez gaulliste, raison. c'est étonnant. J'oublie pas qu'il y avait 60% d'abstention quand même, mais ils ont été élus, vous avez raison. Mais est-ce que maintenant les gens n'ont pas compris ce qu'ils avaient élu depuis ? Voilà, c'était pas clair ce que proposait En Marche à l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y avait pas de programme, c'était des slogans creux. Bon, maintenant on sait. Et ces gens-là, en plus, on voit qu'à l'Assemblée, ils servent à rien. Enfin, on appuie sur un bouton, 300 moutons qui votent la même chose, aucun intérêt. Donc il faut aller vers un vrai débat. Si on pouvait en profiter pour mettre en place la proportionnelle, ce serait bien, parce que comme ça, tout le monde serait bien représenté, il y aurait de vrais débats. Maintenant, juste, j'ajoute une chose, ce sera peut-être le lien avec, si on reparle du livre tout à l'heure. J'ai lu les propositions que je vous disais des Gilets jaunes, et j'ai fait un petit compte. Et ça, c'est aussi le message original que je porte dans cette affaire. 35% de leurs propositions, que je soutiens, sont là, aujourd'hui, strictement interdites par l'Union européenne, par notre appartenance à l'Union européenne. Et si vous ajoutez tout ce qui serait rendu très difficile parce que le contexte européen fait qu'il y a des pressions sur la France, sur nos gouvernements, en fait, c'est 85% des mesures préconisées par les Gilets jaunes qui sont impossibles ou très difficiles à mettre en œuvre dans le cadre de l'Union européenne. Donc, il faut quitter l'Union européenne. Non, mais vous voyez J'entends, on va y le revenir. lien entre ce Frexit, le titre du livre, et la vie quotidienne, et les petites retraites, et les salaires, et la protection de l'industrie, et les services publics. On va revenir à Ils tout disent ça. même qu'il faut reconduire, je suis d'accord avec eux, les réfugiés qui ont été déboutés du droit d'asile à la frontière. Mais oui, mais encore faut-il avoir des frontières. Vous voyez, donc tout ça, c'est extrêmement intéressant. Ça va nous permettre d'avoir un énorme, beau débat. Sur votre demande de dissoudre l'Assemblée nationale, je suis quand même très étonné que quelqu'un qui se revendique du gaullisme ne respecte pas les institutions et le choix démocratique des Français. Mais... Si dès qu'il y a une revendication, on dissout l'Assemblée nationale, vous imaginez bien l'instabilité institutionnelle dans laquelle on se trouve. Mais qu'a fait le général après mai 68 ? Qui a mis la dissolution dans la Constitution française, si ce n'est le général de Gaulle? Non, c'est très républicain. C'est très conforme justement à l'esprit des institutions. Quand il y a une situation de blocage, quand on ne peut plus avancer, soit on passe en force en permanence, mais alors à ce moment-là, on est vraiment perdu, on est enfermé dans sa tour d'ivoire qui s'appelle l'Élysée, et on gouverne contre son peuple, soit on est démocrate républicain, on revient au peuple. Macron n'a pas normalement à craindre son peuple, il doit l'écouter et surtout lui obéir. Sur le principe, du coup, on va s'arrêter un peu sur le principe de cette fiscalité écologique. Il y a urgence, quand même, vous le reconnaissez, on doit changer nos comportements, la planète lance un cri d'alarme, on est d'accord? Je suis d'accord à 150% avec ça. Et vous me dites, c'est l'Union européenne qui finalement nous empêche cette fameuse transition écologique. Non, l'Union européenne est un facteur aggravant. Je ne dis pas que c'est que l'Union européenne. Je pense qu'il y a eu un retard des gouvernements français. Mais ce que j'explique, c'est que de toute façon, aujourd'hui, quand on veut nous ajouter des taxes sur les carburants, en réalité, il n'y a que 1 euro sur 6 qui ira à l'écologie, on le sait, ça a été programmé par le gouvernement. 5 sur 6 iront dans les caisses de l'État ou pour baisser un peu la dette qui en fait ne fait qu'augmenter, enfin tout ça. Donc dans les caisses des banques en réalité, enfin tout ça n'est pas écologique. Moi je dis, si on voulait vraiment être écolo, on arrêterait de signer des traités avec le monde entier, la Chine, l'Argentine, le Brésil, le Canada, les États-Unis par exemple, pour leur importer de plus en plus de produits, des produits industriels, des produits agricoles, des produits alimentaires. C'est ce qu'on fait. En fait, l'Union européenne a la compétence commerciale. Ce n'est pas la France qui négocie ses accords commerciaux, malheureusement. C'est une compétence de l'Union européenne, une compétence exclusive. Et elle ne cesse, depuis quelques années, de multiplier des accords où elle nous met en concurrence avec le monde entier parce qu'elle importe de plus en plus de produits. Alors ça a un impact social dramatique d'abord, parce que évidemment, ça détruit ici l'industrie, ça détruit l'agriculture. Mais en plus, ça a un impact écologique dramatique, parce que souvent, on importe des produits de mauvaise qualité, voire des produits agricoles alimentaires dangereux, mais en plus on met des gros cargos, remplis de containers sur les océans et sur les mers. Et ces gros cargos, il se trouve qu'ils consomment l'équivalent chacun
de millions de voitures en termes de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que moi je prône le circuit court et la relocalisation des activités et non ces grands accords de libre-échange qui détruisent la planète et qui détruisent l'emploi. J'ai d'autres choses à dire si on parle un peu des pesticides, puisqu'on parlait de Mireille tout à l'heure. Je suis, et nous sommes aux Patriotes, les seuls à défendre une agriculture française sans aucun pesticide en 5 ans. C'est parfaitement faisable. Nous avons fait une belle conférence en ce sens au Parlement européen. C'est le modèle de l'agroécologie. Vous croyez que tous les agriculteurs seront prêts dans les 5 ans qui viennent? 16 000 exploitations agricoles françaises sont déjà passées à cela. En 5 ans, on va les accompagner massivement. On va faire un plan Marshall anti-pesticides. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, c'est une vraie politique d'État. Mais on va le faire et ça ne baissera pas les rendements parce qu'on sait le faire aujourd'hui. Alors, c'est vrai que si on est à la botte de Monsanto et des grandes multinationales du pesticide, on ne fera jamais rien. Mais si on a une vraie volonté, on pourra avoir des produits sains dans nos assiettes. La sortie des pesticides dans les 5 ans pour les agriculteurs et la sortie de l'Union européenne, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui votent pour les patriotes. Ça va ensemble d'ailleurs, je vous signale, parce qu'on ne pourra pas faire les pesticides si on reste dans l'Union européenne. On ne pourra pas faire l'anti-pesticide si on reste dans l'Union européenne. Ça va ensemble. Si, moi je crois que les agriculteurs... Vous croyez que les agriculteurs, ils ont envie d'avoir des cancers? Non, mais parce que les premières victimes, ce sont eux. Ce sont eux les premiers exposés aux pesticides. Et ils le savent que trop, malheureusement. Je ne suis pas sûr que les 5 ans ne soient pas un délai un peu court. Moi, je crois que c'est bien, c'est raisonnable. Je vous aurais dit 5 mois ou 6 mois, je n'aurais pas été raisonnable. Je vous dis 5 ans, c'est raisonnable. En plus, c'est un mandat. Donc, on se donne des moyens à fond. Si on ne le fait jamais, alors on va faire quoi? On va continuer d'empoisonner nos mers, nos rivières, nos fleuves, nos sols, avec notre air, avec ces pesticides et tous ces produits toxiques. Ça n'est pas possible, ça n'est pas sérieux. Je reviens aux Gilets jaunes. Cette semaine, le président Macron a fait un pas vers les manifestants. Il a annoncé que la fiscalité sur les carburants serait adaptée en fonction de la fluctuation des prix. Il a aussi promis d'organiser une vaste concertation sur le terrain. Pour vous, ça n'est pas convaincant? J'ai écouté son discours. C'était un technocratisme affirmé, c'est-à-dire que des phrases... jargon macroniste, on n'y comprenait rien. Il n'y avait rien de concret. On a juste su par le Premier ministre le lendemain que de toute façon, lui, le SMIC serait gelé et que les taxes des carburants seraient bien augmentées. C'est tout ce qu'on sait. C'est-à-dire le statu quo. On tient le cap, c'est ce que dit l'exécutif. Et qu'il allait créer un haut comité pour le climat, c'est ça? On a déjà 36 000 hauts comités. Si on pouvait un jour agir au lieu de créer des commissions et des comités, ce serait pas mal. Non, ça n'est pas du tout une réponse à la hauteur. Ce gouvernement me semble complètement dépassé. Voilà, donc qu'on revienne au peuple par cette dissolution de l'Assemblée nationale. Et je vous dis que si on revient au peuple, ce ne sera plus le même gouvernement, bien sûr. Plus globalement, sur le poids de la fiscalité en France, ce que vous appelez l'immense malaise social en France. La France est championne d'Europe sur les impôts et les cotisations. C'est ce qu'a confirmé cette semaine encore Eurostat, l'organisme d'études statistiques de l'Union européenne. Les impôts et les cotisations en France représentent 48,4% du PIB dans le pays. C'est la 3e année consécutive que la France est sur le podium. Oui. On a trop de fiscalité en France. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en face, vous avez de moins en moins de services publics. Parce que les gens, personne n'est contre l'impôt. Enfin, c'est très rare. On accepte comme citoyen de payer l'impôt, bien sûr. Et ceux qui sont très riches doivent accepter de payer beaucoup d'impôts. Mais il faut qu'en face, il y ait des services. Donc si vous avez moins de services publics, ce qui est objectivement le cas, les gares qui ferment... Alors, le poids de la fonction publique ne diminue pas. Le poids de la fonction publique ne diminue pas en France. Mais non, mais moi je vous parle de services publics. Si, il a diminué dans la police, on a supprimé des policiers, on a supprimé des infirmières. Bon, non, quand même, mais ça, malheureusement, on a fait du mal. Par contre, c'est vrai que dans certaines grosses collectivités locales, c'est vrai que ça embauche à tour de bras, vous avez raison. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse du service public. Non, moi je parle du vrai service public, la sécurité, la santé, les transports, etc. L'école, bon, ça diminue. En face, la dette continue d'augmenter. Donc ça ne résout même pas le problème des déficits et de la dette. C'est donc une mauvaise politique. D'abord, c'est une politique d'austérité. C'est ça le problème, c'est que c'est une politique d'austérité où on se dit on va bloquer les salaires, on va bloquer les retraites et on va augmenter les impôts et les taxes et on va s'en sortir comme ça. Non, ça ne marche pas. Donc il faut faire une politique inverse, on va redonner de l'activité, on va redonner du pouvoir d'achat, on va augmenter les salaires, on va augmenter les retraites et vous verrez que ça va faire redémarrer à condition qu'on se protège un peu, qu'on se protège. Comment est-ce qu'on ça va redémarrer la machine économique? Créer de l'activité, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Comment on donne du travail? Eh bien moi je suis favorable à ce que nous fassions comme beaucoup de pays dans le monde font, c'est-à-dire qu'on se protège un minimum, qu'on fasse des protections aux frontières contre la concurrence déloyale. C'est-à-dire que quand il y a des produits qui viennent de pays qui ne respectent aucune norme sociale, aucune norme environnementale, aucune norme sanitaire, eh bien ils sont taxés, ils sont surtaxés. Quand il y a en France une industrie en crise, eh bien, on n'hésite pas. Je pense par exemple ce qu'on aurait dû faire pour la sidérurgie, parce que c'est une industrie, contrairement à ce qu'on dit, d'avenir. Il y a des méthodes très modernes de sidérurgie.
eh bien, on ne doit pas renoncer à fabriquer en France de l'acier. Donc, on doit se protéger de la concurrence chinoise, par exemple. Ces barrières douanières, vous savez qu'elles ne sont pas possibles. Elles ne sont pas possibles dans l'Union européenne. Toujours pareil. Vous avez raison, mais elles ne sont pas possibles à cause de l'Union européenne. Mais vous croyez que les États-Unis ne le font pas, que le Canada ne le fait pas, que la Corée du Sud ne le fait pas, que la Suisse, qui est à côté de nous, ne le fait pas. Tous ces pays le font. Et ce ne sont pas des dictatures, ce ne sont pas des pays refermés sur eux-mêmes, ce sont des pays modernes, des pays démocratiques, des pays ouverts sur le monde et qui réussissent grâce à ça. Donc il faut le faire. Donc effectivement, il faut quitter l'Union européenne. Mais je suis désolé de le redire parce que ça... c'est votre slogan, ça. Hein. La détresse actuelle vient de l'austérité que nous impose sans discontinuer l'Union européenne. Donc il faut sortir de cette politique d'austérité. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter les salaires et les retraites. Et puis il faut mieux réfléchir à une politique qui répartisse mieux l'impôt, plutôt que de continuer toujours une politique injuste. Donc davantage de tranches sur l'impôt sur le revenu ? Oui, mais là, je suis d'accord, par exemple, avec les Gilets jaunes. J'ai vu que c'était une de leurs revendications, je la porte depuis bien longtemps, je suis bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on baissera comme ça l'impôt sur les classes moyennes, pour l'impôt sur le revenu, et on va l'augmenter un peu pour ceux qui gagnent énormément et qui ne payent plus grand-chose, il faut le dire, parce qu'on nous dit toujours la France, c'est un enfer fiscal. Enfin, c'est un enfer fiscal pour ceux qui travaillent, pour les classes moyennes, ça c'est vrai. C'est un enfer fiscal pour les petites entreprises, les artisans, ça c'est vrai aussi. Mais je vous assure que ça va être un paradis fiscal pour les très très riches et pour les très grandes entreprises. Ça, c'est aussi vrai. C'est d'ailleurs en France que le nombre de millionnaires augmente le plus vite dans le monde, ce qui est la preuve que ça n'est pas l'enfer fiscal pour tout le monde. Voilà, moi je souhaite que ce soit l'enfer fiscal pour personne, mais je souhaite qu'il y ait de la justice fiscale et qu'on répartisse mieux l'impôt. Donc effectivement, qu'il y ait cette idée que les petits payent petits et les gros payent gros. C'est si écrit dans le manifeste des Gilets jaunes. Je me suis dit, mais c'est formidable comme formule, parce qu'on ne pouvait pas mieux résumer ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'effectivement, les PME doivent payer moins d'impôts, et les classes moyennes aussi. Mais c'est vrai que Total, je prenais Total, ou les grandes entreprises, Amazon, Google, les fameux GAFAM, ce serait bien qu'ils payent un peu d'impôts quand même en France, parce qu'eux, ils se gavent de bénéfices sur notre argent, sur notre consommation ou sur la consommation de l'État, mais ils ne payent pas grand-chose en retour. Florian Philippot, les européennes, ce sera en mai prochain. Tout à l'heure, Steve Briouat du Rassemblement national disait on n'est même pas sûr qu'il arrive à faire une liste. Il faut trouver 79 noms. Est-ce que vous les avez ? Ah non, mais aucun problème, bien sûr. Alors, la liste aux européennes, effectivement, il y a une liste nationale maintenant, c'est très bien. Je la conduirai. Mireille Dornano sera deuxième. Vous voyez, c'est les deux seules places pour l'instant que nous annonçons, qui sont sûres. Est-ce qu'il y aura 79 Oui, bien personnes ? sûr, il y aura 79. On a déjà. En fait, je vais vous dire, le problème, c'est même pas ça. C'est de choisir parmi tous les candidates et candidats ceux qui seront sur la liste. Mais vous inquiétez pas, on a largement la qualité humaine pour faire cette liste. Je reviendrai sur les convictions, vous le savez, on les a. Dans un instant, on va. Donc oui, on sera présent. On va continuer à développer ces européennes avec ces questions de fiscalité qui seront sans aucun doute au cœur des débats. Vous y ajoutez donc la question de la souveraineté nationale, on l'entend. Pour vous, c'est clair, la France doit quitter l'Union européenne. Il ne s'agit même pas de négocier notre place dans l'Union européenne. C'est un vrai Frexit, comme les Britanniques ont eu leur Brexit, que vous souhaitez. On est d'accord ? Un Frexit se fait ensuite en négociant. Donc on ne part pas comme ça. Mais on part, oui. On annonce qu'on quitte l'Union européenne. Et je crois d'ailleurs que l'Union européenne ensuite disparaît, puisque si la France n'y est pas, il n'y a plus d'Union européenne. Mais pourquoi je dis cela ? Déjà, je vous ai parlé très concrètement tout à l'heure sur les pesticides, les petits salaires, les services publics, les frontières pour l'immigration, etc. C'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Et deuxièmement, je n'ai pas envie de vous mentir en vous disant, comme le font les vieux partis politiques depuis 40 ans, je vais vous proposer cette Europe-là, l'Europe Philippot. Vous dites elle est irréformable. Mais bien sûr, ça se saurait. Je vous signale que la première affiche aux premières élections européennes en France, c'était en 1979. La première affiche du Parti socialiste à l'époque, c'était « Changer l'Europe ». Puis ensuite, vous avez eu toutes ces affiches chez les sarkozystes, chez les socialistes. Et maintenant, le Rassemblement national dit la même chose, parce qu'ils ont changé de ligne. La France insoumise aussi. Ils disent tous... On veut faire l'Europe qui protège, on veut faire l'Europe sociale, on veut faire l'Europe démocratique, on veut faire une autre Europe, l'Europe des nations. Pour vous, tout ça, c'est impossible. Mais non, mais le problème, c'est qu'ils sont tout seuls dans leur coin à penser ça, et en face, il y a 27 autres pays, et qu'il n'y a aucun autre pays qui veut la même Europe qu'eux. Donc, Frexit. Ils ne l'auront jamais, leur Europe. Donc, en fait, ils mentent aux électeurs. Le Frexit, j'entends bien, vous voyez quand même le chaos que ça provoque en Grande-Bretagne, avec des démissions de ministres à l'appel, et un peuple qui doute. Certains demandent même un nouveau référendum en Grande-Bretagne. Il y a des gens qui n'ont jamais avalé le résultat du référendum de juin 2016 et qui, dès la première heure... Qui s'est joué à très peu. Écoutez, moins que Maastricht en France, dans l'autre sens. Donc il s'est quand même joué,
il y avait pas mal, oui, c'était 52-48. 52%. Oui, 52-48. Maastricht, il est passé avec 51. Donc, non, c'est tout à fait normal pour un référendum. Simplement, dès la première heure, vous aviez des journalistes, des élites autorisées qui disaient il faut revoter parce qu'ils n'ont jamais avalé le résultat. Non, mais le résultat, il est là. C'est la démocratie, que ça plaise ou pas. Alors, on dit c'est le cas où il y a des ministres qui démissionnent. Vous savez que depuis que Macron est président de la République, il y a 7 ministres français qui ont démissionné. Bon, ça arrive. Dans la vie démocratique des nations, il y a des ministres qui démissionnent. C'est pas très grave. Souvent, ils sont remplacés dans l'heure et on ne voit même pas la différence. Donc oui, il y a quelques turbulences politiques. Ça, pour moi, c'est le signe d'une démocratie qui vit. Maintenant, je regarde sereinement ce qui se passe au Royaume-Uni. Ils ont 4% de chômage. Le chômage baisse. 4%, c'est le taux le plus bas chez eux depuis 45 ans. Pas la précarité. Non, mais... La précarité, malheureusement. On peut avoir un taux de chômage très bas. Avec vous. Et je ne reprends pas tout ce qui se fait au Royaume-Uni, mais ça, c'était même largement avant le Brexit. Mais il se trouve que le chômage baisse. Si c'était l'apocalypse économique, leur chômage serait en train de grimper en flèche. Ils ont plus de croissance économique que nous. 1 point de plus que la France. Bon. Et 3, on a appris hier que l'immigration qui venait d'Europe de l'Est avait déjà été divisée par 3. Mon Dieu, que les Français aimeraient qu'ici l'immigration soit divisée par 3. On en est très loin, ça ne cesse d'augmenter. Les Français peut-être pas, vous en tout cas, visiblement. Oui, d'après les enquêtes, on voit qu'il y a une majorité aujourd'hui de Français qui veulent réduire considérablement l'immigration. Et en plus, quand on réduit l'immigration, ça a un impact positif sur les salaires. Et on a vu qu'au Royaume-Uni, les salaires avaient augmenté 3%. En France, c'est plutôt 0%. Voilà, donc ça, ce sont des éléments objectifs. Donc c'est pas l'apocalypse. Mais non, après qu'on négocie, qu'il y ait parfois des difficultés, des ministres pas contents, mais oui, c'est pas très grave. Mais il se trouve qu'à la fin, quand ils seront sortis, le Royaume-Uni, lui, il l'a annoncé d'ailleurs, il va taxer les GAFAM. Il va mettre en place une taxe sur Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., Microsoft. C'est-à-dire qu'il va faire ce que la France ne peut pas faire, n'arrive pas à faire depuis des années, parce qu'elle attend l'autorisation de la Commission de Bruxelles. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait ouvrir des ambassades et des consulats dans le monde entier pour avoir une voix qui porte davantage. La France, elle, à cause de l'Union européenne, ne cesse d'en fermer. Donc ça veut dire qu'on se rabougrit. Et il se trouve que vous avez entendu hier ou avant-hier, l'Allemagne demander officiellement à la France de lâcher son poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est un poste d'influence considérable que nous avons depuis 1945, et de le donner à l'Union européenne. Le Royaume-Uni, lui, a le même poste et il va bien le garder, je vous le dis. Et ça lui donne une influence considérable dans les affaires du monde. Et la France n'a même pas répondu à l'Allemagne, Macron n'a même pas répondu à l'Allemagne. C'est extraordinaire. Ça prouve que l'Union européenne nous affaiblit au lieu de nous renforcer. Donc le Frexit, j'ai bien entendu, sur le plan monétaire, ça veut dire du coup qu'on revient au franc, on abandonne l'euro. On crée une nouvelle monnaie nationale. Je ne reprends pas revient au franc parce que ça voudrait dire qu'on reviendrait à l'ancien franc qu'on a connu. Ce ne sera pas le même. Il n'y aura plus la valse des étiquettes parce que ce sera un nouveau franc. Un franc égale 1 euro. Donc il n'y aura aucun changement de prix. Cette proposition, Florian Philippot, cette proposition, elle ne vous rappelle pas des mauvais souvenirs. Vous l'avez portée à l'époque avec le Front National au moment de la présidentielle. Chacun reconnaît que ça a été la question qui a contribué à faire trébucher Marine Le Pen lors de ce grand débat. Je ne suis pas du tout d'accord. On l'a porté, vous avez raison, dernières élections. Vous ne vous souvenez pas du passage sur la confusion entre l'euro, je réponds juste après. Franc. Vous vous souvenez pas de ça? Si, mais je vais vous expliquer. Moi, je ne veux pas ça. On l'a porté aux dernières élections européennes en 2014. J'étais directeur de campagne. On a fait le score historique à l'époque, 25%, et on était très clair à l'époque sur la sortie. Marine Le Pen l'a porté aussi à la présidentielle. Non. Souvenez-vous ce qu'elle a porté au débat. Quelques jours avant, elle avait reçu le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, qui a dit « On abandonne la sortie de l'euro et vous remplacez ça par la double monnaie. Écu, euro, peut-être franc, 3 monnaies, on ne sait pas. » Ça, je suis d'accord. Moi, je suis contre ça. Il faut être clair. Moi, je ne crois pas à une double monnaie. Vous étiez vice-président du Front National à l'époque. Je n'étais pas candidat. Pas candidat. Il se trouve que cette histoire de la double monnaie était incompréhensible, n'avait aucun sens économique et aucun sens politique. Et c'est là-dessus qu'elle a trébuché. Vous dites d'ailleurs, elle ne s'est pas préparée à cette question-là. On a évoqué cette question entre deux portes. Mais en plus, on ne change pas un programme 3 jours avant un second tour d'une élection présidentielle sur une question aussi fondamentale. Moi, je ne crois pas à la double monnaie. J'ai pas envie que les gens aient 2 monnaies dans leur porte-monnaie. Il faut une seule monnaie et il faut faire comme 95% des pays du monde, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans la zone euro, l'immense majorité, avoir sa monnaie nationale adaptée à ses intérêts. Je vous explique ce qui se passe. Regardez l'Italie. L'Italie veut changer plein de choses. Ils ont un gouvernement eurosceptique. C'est bien, c'est très bien. Seulement là, il se trouve qu'ils ont fait le choix pour l'instant de rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Eh bien, la Banque centrale européenne est en train de les étouffer. Vous avez vu les taux d'intérêt en Italie? Ils sont 2 points supérieurs à l'Allemagne. 2 points de plus. Ça veut dire qu'ils payent leurs dettes massivement et ça ne cesse d'augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale européenne
du fait de l'euro, est en train d'étouffer l'Italie pour qu'elle rentre dans le rang. Donc moi je dis, soit, et ce qu'ils avaient fait avec la Grèce quelques années avant, soit on accepte ce système et on vivra sous chantage permanent, sous chantage. Il n'y aura plus de démocratie, on ne votera pour rien. Qu'il y ait une règle commune pour la maîtrise des déficits publics, ça vous semble anormal? Ça, c'est joliment dit, sauf que les déficits ne sont jamais maîtrisés, donc ça prouve que c'est inefficace. C'est surtout un instrument de chantage et de coercition. Et il se trouve que cet euro, c'est un moyen de faire pression sur les démocraties et sur les peuples pour que les résultats des urnes ne soient pas respectés. Et ça, c'est gravissime. Donc moi, j'annonce, vous pourrez reprendre l'enregistrement, vous pourrez le repasser dans quelques mois. Si l'Italie ne change pas de cap et reste dans l'Union européenne et dans l'euro, alors l'Italie trahira son peuple comme Tsipras avait trahi son peuple en Grèce il y a quelques années. Il se passera exactement la même chose. Et moi, je n'ai pas envie qu'on trahisse le peuple français une énième fois. Il nous reste quelques minutes. Cette campagne pour les européennes, les sondages ne vous créditent pas de beaucoup d'intentions de vote. 1,5% a priori. Alors, il n'y a pas beaucoup de sondages, il faut être honnête. La campagne n'a pas commencé. 1,5%. Il faut au moins 3% pour être remboursé de ces frais de campagne. Oui, mais c'est quoi votre objectif? 5%, Mireille Dornano a dit. Oui, parce que 5, c'est pour avoir des élus. À partir de 5%, vous avez au moins 4 ou 5 élus tout de suite. Et puis, c'est une belle rampe de lancement. Ça installe les patriotes. On sera ensuite présent, bien sûr, au municipal, au régional. Et vraiment, on veut proposer un choix différent aux Français. Non, mais surtout, vous dites c'est un sondage. Vous savez, vous regardez les européennes les années précédentes. Les sondages de novembre ne sont jamais les résultats des urnes au mois de mai, jamais. C'est souvent très très loin. C'est très éloigné parce que c'est normal. La campagne n'a pas du tout commencé. Quand est-ce que ça va s'agiter? À partir de l'an prochain. On va vraiment lancer les choses en janvier. Et puis surtout les dernières semaines. Mais quand les Français vont se mettre dans l'élection. Où est-ce que vous irez prendre ces 5%? Le Rassemblement est donné en tête dans les sondages à 20% d'intention de vote. C'est chez Marine Le Pen que vous irez chercher votre électorat? Mais partout. Il y a des gens qui ont voté pour le Front National, qui peut-être encore le disent aujourd'hui parce qu'ils ne nous ont pas encore entendus, mais qui en fait n'y croient plus. Qui y croit encore? Plus personne n'y croit. On a vu le débat de second tour. 20% d'intention de vote. On a vu le renoncement. 20% d'intention de vote. C'est une intention de vote, on verra le résultat dans les urnes. On a vu le renoncement depuis, sur plein de sujets. On a vu qu'ils avaient abandonné la question sociale. Bon. Voilà. Personne ne croit. Non, mais je vais vous dire. Front National, France Insoumise, plus personne n'y croit. Mais plus personne n'y croit. Alors après, vous avez des automatismes, pour l'instant, dans les sondages. Mais quand il y aura le débat, vraiment de la campagne électorale des européennes, vous verrez que ça va bouger très vite. Mais moi, je ne parle pas je parle bien sûr aux anciens électeurs du Front National, mais je parle aussi à tous ceux qui ont à un moment voté pour la droite gaulliste parce qu'ils aiment profondément la France et qu'ils la veulent libre et qui voient que ça n'est plus défendu par personne. C'est amusant que vous mettiez le Rassemblement National et la France Insoumise sur le même plan. Pour vous, c'est la même chose? Mais parce que c'est le même... Je crois que c'est aujourd'hui la même obsolescence. Voilà, ça me paraît dépassé. Et je crois que ça paraît dépasser à peu près à tout le monde. Et je parle aussi, vous parlez de la France Insoumise, à des électeurs de gauche qui voulaient le changement social, le progrès, la justice sociale, et qui ont vu que la gauche avait trahi massivement, et qui ont vu que la France Insoumise ne proposait pas clairement cela dans son programme, et les patriotes leur ouvrent fraternellement les mains à tous. Philippot, pour convaincre, souvent, il faut pouvoir rassembler. Avec qui est-ce que vous pouvez faire alliance demain? Le Rassemblement National, j'entends que non. Le parti de Dupont-Aignan, non. Dupont-Aignan, vous le jugez trop extrémiste, d'ailleurs. Vous dites, vous dites qu'il est en mode gros rouge qui tâche pour remplacer Marine Le Pen. Vrai ou faux? Oui, mais il y a des propos de campagne qui font que... c'est dit quand même. Moi, je pense qu'il faut être sérieux dans la vie politique française. Il faut parler de tout. Je veux dire, les Français ont plein de problèmes. Et on ne peut pas se concentrer que sur l'immigration pour les uns ou côté France Insoumise sur je ne sais pas quoi. Mais on doit parler de tout. Maintenant, pas d'alliance je suis favorable au dialogue. Attendez, je suis favorable au dialogue avec tous ceux qui aiment la France. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens, vous avez cité Dupont-Aignan, Marine Le Pen, qui ont renoncé aujourd'hui à l'indépendance nationale, au Frexit. Mais j'ai bon espoir qu'un jour ça rechange tout ça. Et y compris des personnalités de gauche. Je suis ouvert à tout. J'ai vu qu'il y avait des insoumis souverainistes qui avaient été récemment virés de la France Insoumise. Parce qu'ils étaient souverainistes. Eh bien, moi, je leur parle aussi à eux, parce que je pense qu'il faut parler à tout le monde. Maintenant, là, il ne faut pas faire d'erreur, c'est que l'élection européenne, c'est une élection proportionnelle à un tour. Ça n'est pas une élection d'alliance, forcément, de second tour ou quoi que ce soit. C'est une élection où on présente sa liste, ses idées, et c'est ensuite aux Français de décider. Mais moi, je suis très, très ouvert dans mes dialogues. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, la défense réelle de l'indépendance nationale et de ce qui va avec, c'est-à-dire la protection des Français, la prospérité et le mieux-être, eh bien, il n'y a que les patriotes qui le portent.
Une minute pour terminer. Vous n'avez pas beaucoup parlé de migration. Très très peu. Juste pour me dire, c'est l'Union européenne qui nous contraint en matière de flux migratoires. Vous ne m'avez pas posé de question là-dessus, mais vous connaissez ma position sur le sujet. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop d'immigration en France depuis bien longtemps et que nous devons évidemment réduire très considérablement les flux. Arrêter les flux clandestins, évidemment. Reconduire ceux qui sont clandestinement en France, où il y en a à peu près 500 000. Mais il faut aussi réduire considérablement les flux légaux et les flux de l'asile. Mais pour cela, on ne peut le faire que si on a des frontières nationales. Évidemment, pas Schengen et l'Union européenne, et si on maîtrise notre politique d'immigration. Et ça aussi, aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais par exemple, le regroupement familial, qui est une aberration. Le regroupement familial, il est rendu obligatoire par une directive européenne de 2003. Voilà. Donc tous ceux qui vous disent « moi je vais réduire le regroupement familial ou le supprimer », en fait, et qui restent dans l'Union européenne sont des menteurs. Par ailleurs, je pense qu'il faut faire du co-développement. J'ai toujours été favorable. Moi, je traite les gens comme des êtres humains. Les gens qui partent ne le font pas de gaieté de cœur. Le problème, c'est que quand on a détruit l'État libyen, comme on l'a fait sous Sarkozy, eh bien on a fait partir des gens. Donc c'est notre responsabilité aussi de faire du co-développement dans les pays d'origine. Merci Florian Philippot d'avoir été l'invité du Récap. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Télé Grenoble, avec le président des Patriotes, Florian Philippot, tout de suite pour le bonus. À la semaine prochaine avec un nouvel invité.